après le sacre de Merab Dvalishvili, entre-t-on dans une période noire, sombre pour l'UFC, où les pires cauchemars de Dana White deviennent réalité? On va voir tout ça avec Big Rusty, parce que oui, vous allez voir tous les champions qu'il y a, hormis Alex Pereira, et John Jones. Je suis désolé. Et Dricus. Je suis désolé. C'est le désert de Gobi. On va voir tout ça ensemble. C'est parti. Générique. Soit. Alors, le cauchemar de l'UFC, tout simplement. Ils avaient une de leurs plus grandes stars en la personne de Sean O'Malley. Sean O'Malley qui était invaincu en carrière, première défaite pour lui, malheureusement, face à Merab Dvalishvili. Et là, c'est vrai qu'on est en train de se dire... c'est un petit peu compliqué pour l'UFC, alors qu'on était déjà dans une situation où on se posait la question de qui va être la prochaine superstar. Est-ce qu'il n'y a pas un problème du côté de l'UFC à un petit peu... qui a un renouveau, on va dire, dans un business qui dépendait jusqu'à maintenant exclusivement autour des gros succès, enfin quasi exclusivement autour des grands succès en pay-per-view. C'est vrai qu'on s'est amusé en discussion privée et puis même avec Manu dimanche à se dire ce serait quand même fou qu'en 2025, fin 2025, il y ait 4 champions qui soient littéralement le pire cauchemar de Dana White, mais dans multiples catégories. Donc ce serait que Belal reste champion, ce serait que Merab Dvalishvili reste champion, ce serait que comment s'appelle-t-il, Movsar Evloev devienne champion en featherweight et que Magomed Ankalaev devienne champion en light heavyweight en battant Alex Pereira. Parce que si c'est ça, c'est vrai que pour l'UFC qui doit vendre des pay-per-view, là, en plus ce serait l'année de la renégociation, ce serait quand même dommage. Parce que si l'année de la renégociation, ils arrivent et qu'il n'y a aucun chiffre à présenter d'un champion qui est capable de remplir en tout cas des arènes, qui est capable de vendre des pay-per-view, qui est capable de générer de l'intérêt réellement, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, ben, il resterait pas grand-chose. Pour l'instant, en attendant que Dricus du Plessis, pour moi, il peut devenir une star parce qu'il a tout. Il est efficace dans la cage, spectaculaire, il fait du trash talk, en plus il est beau gosse, donc ça peut vendre des trucs probablement en plus. On sait que homme ou femme, ça peut être un truc qui joue aussi. Bon, en attendant de voir ce que peut faire Dricus, bah alors là, ce serait mais terrible, parce que en fait, je sais que ça va être très critiqué probablement ce podcast, parce que finalement les gens diront bah oui, mais c'est bien, Sean O'Malley, oui c'est bien, mais il est tout aussi cool. Et puis si jamais Merab fait un run où il est champion pendant 4 ou 5 combats d'affilée, bah c'est très bien aussi. Alors sportivement, ce sera intéressant effectivement. Le problème, c'est que ce sont des gens qui ne vendent pas et donc déjà en dehors de la cage pas trop, et dont le style c'est pas bon, parce que vous n'en faites pas des highlights, vous n'en faites pas des petits shorts à mettre sur les réseaux sociaux qui cartonnent, ça ne vend pas pour les pay-per-view, et donc c'est effectivement compliqué de pouvoir dire bon bah sur ce pay-per-view qui est une date importante pour nous, que ce soit au Madison Square Garden, que ce soit la International Fight Week de l'UFC, que ce soit si vous avez un truc à faire à la Sphère ou à Abu Dhabi, si vous n'avez plus de stars que les gens ont réellement envie de voir, c'est terrible pour le business. Et là, en fait, qu'on les aime ou qu'on les aime pas personnellement, qu'on n'apprécie pas le style, il y a un fait, et le fait est qu'ils ne vendent pas, et que donc pour le business, c'est terrible. Ça va être très compliqué pour l'UFC, mais à la fin, finalement, c'est le meilleur qui gagne. Et puis c'est vrai que là, hormis Alex Pereira, en termes de pur striker, là aussi, on n'a plus d'autres champions actuellement à l'UFC, Big Rusty. Donc oui, on a des gars qui sont un petit peu complets et puis qui peuvent briller dans ce domaine-là. Je pense notamment à Ilia Topuria et Dricus du Plessis récemment. Mais c'est vrai qu'au global, il y a un vrai takeover dans toutes les catégories de poids. Et la question qui se pose, ça va être intéressant, et encore plus pour les fameux deals TV dont on vous parle depuis un certain temps, où il y aura un nouveau diffuseur en 2026. C'est qu'en gros, l'UFC, et ça serait très bien pour nous, c'est qu'ils vont essayer, dans le cadre du nouveau contrat, d'abolir les pay-per-view, et qu'en gros, on ait quelque chose qu'ils signent chez Netflix, chez Amazon Prime, ou à nouveau qui renouvelle chez ESPN, qu'en gros, il n'y ait plus ce côté
pay-per-view avec une fois par mois un énorme UFC. Il y aura toujours cette UFC là, mais il pourrait, selon toute vraisemblance, en tout cas, c'est dans les options qui sont envisagées et tout est envisageable du côté de l'UFC, c'est ce qu'ils ont dit, qu'il n'y ait plus ces pay-per-view là. Et c'est vrai, quand on regarde aujourd'hui la situation de l'organisation, je pense, moi, que ça aurait du sens. Ça fait des années qu'on parle d'un calendrier qui est tout simplement infernal pour l'UFC pour réussir à maintenir une certaine qualité de carte. Mais en plus, ils ont plus les pay-per-view. Quand vous avez les champions qu'ils ont actuellement, je pense que ça aurait du sens parce que ça fait déjà, 2 ans qu'on n'a plus aucun chiffre qui fuite. Enfin, même depuis, pour moi, le dernier, ça devait être Conor McGregor contre Dustin Poirier 3, donc était en juillet 2021. Depuis, il n'y a plus rien qui fuite. Et c'est vrai que je pense que ce n'est pas pour rien, puisque les performances doivent pas être à la hauteur pour dire à tout le monde, regardez, on est l'organisation numéro 1. Et pourtant, c'est paradoxal, hein, parce que là, ils ont fait la plus grosse billetterie de tous les temps de l'UFC avec 23 millions à la Sphère. Et ils avaient donc fini par remplir la salle, même si c'est après avoir baissé le prix des billets. Donc en fait, c'est un peu ce truc de le business semble effectivement continuer de grimper de façon assez linéaire, et puis ils arrivent à casser leur record et à vraiment améliorer leur performance. Mais en fait, c'est vraiment la question, c'est jusqu'à quand est-ce que c'est pérenne quand ils ont quand même bâti beaucoup de ce modèle aussi sur... Il y a eu des grosses avancées quand il y a des stars comme Conor qui permettaient au sport de franchir certaines barrières. S'il n'y a plus de stars, jusqu'à quand est-ce que ce modèle-là continuera de progresser? Et c'est vraiment pas une évidence que l'UFC, juste parce qu'il y a le nom UFC maintenant, c'est bon, ad vitam aeternam et à jamais, ce sera suffisant pour amener, pour que les gens s'y intéressent. Personnellement, je suis persuadé, et on s'y regarde un peu l'histoire du MMA au global, mais je suis quand même persuadé qu'il faut malgré tout que ça reste drivé par des superstars, et que si tu n'as plus du tout de superstars, il y a un moment où ça va finir par péricliter. Parce que, bah, voilà, tout simplement, s'il n'y a pas une personne ou un personnage qui est capable de transcender un peu le sport et de ramener de nouveaux fans, etc., bah, en fait, à un moment donné, ça va poser problème. Et pour moi, voilà, on est typiquement dans le genre de situation, je peux me gourer, et on n'est pas les experts qu'il y a à l'UFC, les mecs qui sont voilà, beaucoup plus versés, qui ont les vraies statistiques, etc. Mais disons, ça me paraît quand même assez naturel et relativement de bon sens que si ça continuait comme ça, ben ouais, effectivement, je pense que peut-être ça peut être dans 10 piges, hein, mais que dans 10 piges, là, dans les 5 prochaines années, ça continue de monter, mais s'il n'y a plus aucune star qui sort réellement du lot ou qui est capable de transcender le truc, bah, ça fait un petit plateau et au bout d'un moment, les gens se désintéressent tout simplement parce qu'il n'y a plus ça, quoi. Mais déjà, ce qui se passe aujourd'hui par rapport à avant, pour l'instant, l'UFC arrive à bien s'en sortir aussi, c'est qu'on n'a plus de champions avec des règnes aussi longs que les John Jones, les Georges Saint-Pierre, ou même les Dimitri Johnson à l'époque, qui fait que par la force des choses, là on va dire c'est ce qui se passe un peu avec Islam Makhachev, où au début les gens gueulent un peu, t'apprends à découvrir sa personnalité, le gars gagne aussi, je pense à mon avis, en confiance dans la cage, qui fait que au bout d'un moment, les fans commencent un petit peu à être de son côté, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les règnes sont beaucoup plus courts qu'auparavant, donc t'as aussi moins, à mon sens, pour moi, moins cette attache émotionnelle et le fait de te dire que le mec qui est champion est vraiment le meilleur de la catégorie. C'est le meilleur à l'instant T, mais je pense que personne se dit que Merab ou Belal Muhammad vont être champions dans 3 ans. Alors qu'avant, t'avais vraiment ce côté, le mec qui est champion, tu sais qu'il a roulé sur tout le monde. Maintenant, on est vraiment dans des catégories, ce qui est bon pour le sport et qui veut dire que le sport n'a jamais été aussi, on va dire, aussi fort, aussi dense, mais on est dans des situations où en vrai, tu prends le top 3, je pense que tout le monde peut battre tout le monde. Ce qui est super, mais je pense qu'aussi niveau business, c'est un petit peu plus compliqué parce que tu te dis, t'as quand même moins cette figure de proue sur lesquelles on va pouvoir miser, et puis on le voit bien en termes de marketing, quand l'UFC ils vont sélectionner tel ou tel gars pour être le mec qui est le visage d'un sponsor, d'une chose comme ça, si le gars se fait étrangler ou se prend un KO de l'espace, c'est pas terrible pour l'UFC comme pour le partenaire. Bah, typiquement, un exemple, tu vois, qui est trop intéressant, c'est exactement ce qui vient de se passer avec Sean O'Malley. Parce que quand tu parles du fait qu'il faut créer une inertie avec un champion, c'est exactement ça. On pourrait parler à l'époque, Anthony Pettis, tu sais, sur la boîte de céréales Wheaties, et puis en fait, c'est juste à ce moment-là qu'il s'était fait exploser par Rafael Dos Rafael Dos Anjos. Anjos. Voilà, ben là, avec Sean O'Malley, c'est le même exemple. Je sais pas si tu l'as vu passer, probablement que oui, tu sais, le truc avec Venom, Venom. ouais. Voilà. Et ben, en gros, ils ont D'ailleurs, fait
Oh, parle de la pub bah, Venom et enfin, explique pour la pub. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est que ce ne soit pas Dana White qui se fasse. J'ai trouvé que c'était un peu fort de café. En gros, il y a, je raconte, ouais, vas-y, oui, vas-y, oui, vas-y. je raconte. En gros, il y a Tom Hardy qui est dans son personnage donc de Venom qui arrive dans les bureaux de l'UFC, qui se comporte d'une manière un peu bizarre and co. Et il y a Sean O'Malley qui est, enfin bref, il casse les couilles à Dana White. Il y a Sean O'Malley qui est lui dans les backstage, donc dans l'autre salle, et finalement à la fin, on a Tom Hardy, mais qui est toujours avec Venom, qui arrive à prendre en soumission Sean O'Malley, et Dana White lui donne finalement l'argent que Tom Hardy réclamait au début de la pub. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que ce soit Sean O'Malley qui se fasse malmener par Tom Hardy, alors que il y a Dana White qui est quand même présent, tu vois. Et c'est une pub, c'est censé être marrant, et je trouve ça un peu dur que ce soit ton champion bantamweight qui, alors que en vrai, enfin, je veux dire, le truc le plus juste, t'as même pas besoin d'avoir Sean O'Malley dans la pub. T'as juste Tom Hardy qui arrive, il malmène un peu Dana White, et Dana White fait ok, allez, je te file l'oseille, laisse-moi tranquille. Mais, et alors là, si je devais mettre mes 2 centimes sur cette situation, alors c'est peut-être parce que on fait beaucoup de montage avec l'équipe et que je suis donc voilà avec notre équipe de monteurs, cadreurs, etc. chez la sueur. Mais je sais pas si tu as remarqué, en fait, visiblement, le tournage, ils n'ont jamais été dans la même pièce en fait, Dana White et Tom Hardy. Et en réalité, même les plans où ils se parlent l'un l'autre, en fait, tu captes que voilà, c'est un peu magie du cinéma. Et en vrai, ils ont mis un mec qui avait un peu la même coiffure que Tom Hardy, de dos, en flou, avec la même chemise et tout. Mais donc, en fait, je pense que c'est tout simplement que ils devaient ne pas avoir de planning qui était concomitant Dana White et Tom Hardy. Et donc, en fait, ils ont un peu joué avec la magie du montage, mais qui n'ont jamais été dans un rayon de 100 km l'un de l'autre. Et donc, probablement que c'était plus possible pour Sean O'Malley. Et donc, ils ont fait le truc avec Sean O'Malley. Il y a peut-être une explication technique, parce que pour le coup, ils n'étaient pas ensemble avec Dana White. Ah non, mais c'est pas ça, c'est pour l'image. Moi, c'est pas par rapport au montage, c'est pour l'image. Je trouve ça très moyen d'avoir ton champion Ah, qui se fasse soumettre par un acteur alors que t'as le boss de l'UFC et qu'en soi t'aurais pu faire ça juste avec le boss de l'UFC. je vois ce que tu veux dire. Du coup, c'était pas possible probablement, mais je vois ce que tu veux dire Ah dans oui, le oui, sens non, non, où alors tu mets oui, quelqu'un d'autre oui, que c'est Sean ça. O'Malley, mais Tu mets quelqu'un d'autre que Sean O'Malley ou tu te démerdes pour ouais, faire une autre histoire, mais je trouve ça très bizarre ouais, d'avoir ton ouais. champion qui est censé être quand même en plus la figure de proue de l'organisation juste avant de combattre. Alors que je veux dire, t'es Dana White, ça choquerait personne. Et même Dana White qui s'est déjà pris un coup de pression filmé par Mike Tyson quand ils étaient dans leur jet et tout. Et puis il a déjà pris Hmm. une gifle par Nate Diaz Oui, en vidéo il a aussi. déjà pris une. Mais c'est ça, tu vois, ça choquerait personne. Alors qu'un mec comme Sean O'Malley, qui a en plus la réputation, et c'est ce qui s'est passé contre Merab Dvalishvili, de pas être le meilleur dans ce domaine-là, de le voir dans cette position-là, j'étais en mode. Bah, moi, j'ai trouvé ça bizarre un peu, tu vois. Et en plus, que ce soit Dana White qui arrive pour le sauver en mode, allez, tiens, je te file l'oseille, sauve le petit. Enfin, Ouais. tu sais, je vais sauver le petit gars. C'était. Voilà, j'ai pas trouvé que c'était un bon truc très très vendeur, tu vois. Mais en tout cas, effectivement, la raison pour laquelle il le faisait, c'est que il fallait qu'il fasse la promotion de cet énorme film qui a visiblement un budget pharaonique, ne serait-ce que en communication pour le vendre, etc. Et ils ont fait appel à Dana White, parce que Dana White, depuis qu'on le dit depuis des années, mais voilà, c'est lui-même maintenant qui est la plus grosse star de l'organisation, et ils veulent que ça continue comme tel, parce que lui, il est pérenne et il dépend pas de combats perdus, gagnés, etc. Mais il y avait aussi Sean O'Malley. Et pour qu'ils mettent Sean O'Malley dans une pub comme ça, probablement que effectivement, ça veut dire que l'UFC s'est dit, bon, c'est qui notre star? C'est qui le mec sur lequel on veut miser, que les gens connaissent, que les gens soit apprécient, mais en tout cas, ils l'ont vu quelque part forcément sur les réseaux sociaux ou en combat ou machin, c'est Sean O'Malley. Et si Sean O'Malley avait gagné le combat contre Merab Dvalishvili, tu le refais sur la prochaine Fight Week et petit à petit, tu as un gars en la personne de Sean O'Malley que tu peux faire fructifier en tout cas en tant que je sais que ça fait très objectification d'un humain, tu vois, mais pour le coup, c'est ça. Il y a un gars en la personne de Chomalet qui est un de leurs champions qui commençait à encaisser à enquiller les défenses de titre parce que donc ça aurait fait 2 défenses de titre d'affilée entre Chito Vera et Merab Dvalishvili, donc ça aurait pu être en mode c'est le champion installé. Petit à petit, tu le mets dans des deals de sponsoring de plus en plus importants, dans des deals avec
des studios de production de cinéma, etc. Et bah, voilà, tu crées une espèce d'inertie où tu as ce gars-là qui transcende le sport, un peu comme Conor McGregor qui avait transcendé le sport, mais lui, littéralement, en le faisant tout seul. Bah ça, quand quand t'as pas de champion dominant et que grosso modo à chaque combat ça change, tu ne peux pas faire ça. Tu peux pas créer avec des trucs extérieurs au sport une espèce d'inertie. Et rien que pour ça, effectivement, bah, c'est chiant pour eux, quoi. Mais le truc, au moins, pour lequel on peut être rassuré, c'est Le que... truc. Le truc où on peut être rassuré, c'est que dans un monde où c'est l'UFC qui truc et qui choisit qui va être champion, jamais il n'aurait voulu avoir les Belal Bouhamal, les Zvalishvili, les Pantoja. Donc, on peut se dire que là, Non. c'est vraiment le sport et c'est à chaque fois le meilleur qui gagne de ce côté-là et qu'il n'y a pas... Oui, ils peuvent favoriser un tel ou un tel pour une route vers la ceinture, mais par contre, hein, une fois qu'il y a le combat, il faut quand même le gagner et c'est ça qui est bien au moins avec l'UFC, c'est que t'as pas tout ce truc qui est en boxe, mais c'est vrai que ça va être intéressant, mais ça peut être aussi une opportunité pour les rares gars comme, Ilia Topuria et... On va voir ce qui va se passer pour Alex Pereira aussi, tu vois, c'est que eux vont pouvoir élever le sport sur les quelques dates lors desquelles ils vont être présents, et je vais être très très intéressé de voir ce que l'UFC va faire, par exemple au mois de décembre, enfin en tout cas les dates où ils sont obligés de mettre un mec comme Belal, obligés de mettre Merab, obligés de mettre Pantoja, parce que là, tu commences quand même à avoir beaucoup de champions où, ton pay-per-view, ou en tout cas le gros event où les gens doivent se dire « Ouah, il faut absolument que je réserve ma soirée », il y en a plus des masses. Enfin, pour moi, il y a, allez, bon, parce que c'est toi, on va mettre Dricus du Plessis aussi. Donc, mais Dricus du Plessis, dans le sens, quand je dis ça, c'est à la manière de ce qui se passe pour Cyril Gane, tu vois. À mon sens, c'est quelqu'un, c'est... Ouais. Tu es d'Afrique du Sud, oui, il faut le regarder, mais je pense qu'aux États-Unis encore, enfin, tu vois, il a moins d'1 million de followers et tout, il est un peu frais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, t'as, pour moi, les mecs où les gens sont obligés de les regarder, ou en tout cas, tu coches ça et tu sais que t'en parles à tous tes potes, t'as John Jones, t'as Alex Pereira, Islam Makhachev, et Ilia Topuria, mais en poussant vraiment, parce qu'Ilia Topuria, la chance qu'il a, c'est qu'il est dans une catégorie où t'as Max Holloway et t'as Volkanovski. Mais ça fait que 4 mecs. Que 4 mecs sur 12 mois de l'année, c'est quand même assez chaud. Bah, et puis, pour faire un petit parallèle avec l'industrie du jeu vidéo, en fait, c'est vrai que même si c'est l'UFC qui sont surpuissants et qu'ils ont tout un tas de métriques et qu'ils voient beaucoup plus loin que nous deux, là, dans notre petite chaise de bureau, mais c'est que quand tu ne donnes pas ce qu'il veut au consommateur, en fait, au bout d'un moment, ça finit, même si tu es une multinationale, ça finit par te retomber dessus. Et j'en veux pourquoi Ubisoft, tu vois, qui là, ils sont en train de cracher, mais c'est un désastre. Et parce que, ben, même si c'est putain de Ubisoft, ben, en fait, depuis plusieurs années, ils font tout sauf donner aux gens ce qu'ils ont envie de voir. Et ben voilà, la réponse est là, c'est que le stock est en train de s'effondrer totalement. Et il y a même, voilà, il y a les actionnaires qui sont obligés d'intervenir pour essayer qu'il y ait du changement, tellement c'est la panique, quoi. Mais à la différence d'Ubisoft, et c'est pour ça que pour moi l'UFC, je pense pas, tu vois, qu'il y aura de déclin. Je pense qu'on va arriver dans un petit moment de stagnation, tu vois, un peu comme ce qui se passe. Enfin, parce que c'est pas de la faute de l'UFC. Je veux dire, tu mets Sean O'Malley contre Merab, c'était un combat, ou même quand t'as Conor contre Khabib, il se passe pas ce qui devait se passer, mais l'UFC met tout pour que ça puisse être une soirée parfaite. Ce que je me dis, c'est que tu peux être dans une situation où il va y avoir quelques années où ça va être comme ça avant qu'il y ait l'explosion avec le prochain phénomène. Je pense pas nécessairement que ça va baisser parce qu'on est quand même dans une situation où, et c'est ce qu'on se disait avant le combat, même là, tu vois, quand tu auras Merab contre Umar Nurmagomedov, on va être intéressé, ça va plus toucher un public mainstream, mais par contre, les fans hardcore comme nous, on va vouloir regarder ces combats parce qu'on sera vraiment dans des situations d'incertitude de fou. Je veux dire, le Belal Muhammad contre Shavkat, ça va pas péter les scores. Ça va être compliqué pour vous si vous avez vos potes où vous êtes obligé de les forcer à chaque fois quand il y a des soirées UFC. Mais par contre, vous allez regarder le truc parce que vous ne savez pas qui va gagner. Et moi, je me dis, ça va peut-être être une situation comme ça où le sport n'a jamais été aussi dense. À chaque fois, c'est intéressant de regarder les combats, mais jusqu'à ce qu'il y ait ce prochain phénomène qui peut être Ilia Topuria, qui peut être, ou d'autres gars, jusqu'à ce qu'il y ait ces mecs-là qui arrivent, on va être dans une situation un peu de statu quo pour l'UFC en attendant le prochain. Mais je pense pas nécessairement que ça va baisser parce que ils vont à chaque fois mettre les choses en place pour que tu puisses avoir genre, par exemple, c'est ce que tu disais, quand ils vont faire, normalement, si tout se passe bien, Alex Pereira en KLAF. L'UFC ils vont tout mettre en place pour qu'il y ait
le moment où Alex Pereira mette KO en KLF. Maintenant, il faut qu'Alex Pereira puisse mettre KO en KLF. Maintenant, il y a le sport et ce qu'on pense, c'est que ça devrait être une soirée compliquée pour Alex Pereira, mais l'UFC, je pense pas qu'il se saborde comme a pu le faire Disney, comme a pu le faire Ubisoft, tu vois. En se disant, tu peux faire Alex Pereira en KLF, nous, on va faire Blachowicz en KLF volume 2 et on va retirer la ceinture à Alex Pereira, tu vois. Ouais, bah après, c'est vrai que pour ce qui est de ce qui serait possible de faire pour l'UFC, bah c'est vrai que nous, à notre petit niveau, bon, au-delà du fait qu'on pourrait dire sur un truc un peu méta, ce serait finalement d'augmenter les salaires pour que tu aies une espèce d'attirance qui soit que tu saches en gros que tu vas pas galérer comme un yinche quand tu te dis et que tu es jeune, je veux faire du MMA, ce qui pour l'instant est le cas. Tandis que si tu es jeune et que tu dis je vais faire me lancer dans le basket ou le foot américain ou le baseball, bon, bah très rapidement, même quand tu es jeune, tu fais un truc universitaire, tu as des bourses, tu as un machin, bon ou le foot en Europe, tu vois. C'est à 17 ans si tu es en très très haut niveau, t'es le roi du monde dès que tu as 17 piges. Et quand on dit ça, les gars, c'est vraiment pour les pays comme l'Europe ou les États-Unis, parce que c'est vrai que pour les pays d'Europe de l'Est ou les autres contrées où vous les voyez dominer aujourd'hui, pour eux, le MMA, c'est une opportunité. Mais vous êtes un Américain, clairement, et c'est pour ça que vous voyez à chaque fois que c'est les Greg Hardy, un peu les rebuts de la NFL et des trucs comme ça qui viennent à l'UFC. C'est qu'en gros, c'est pour eux, c'est tout en bas de la liste, parce que tu fais un match de NFL, t'as un contrat d'1 an, ou un contrat NBA, le salaire minimum en NBA, c'est 4 millions par an. À l'UFC, 4 millions, c'est ce que fait un Alex Pereira qui est aujourd'hui top 3 des mecs les mieux payés. Donc forcément, vous n'allez pas privilégier ce sport. Mais par contre, pour tous les autres pays, par exemple Merab qui est en Géorgie, là c'est une vraie opportunité de se dire je vais être champion UFC. Pardon, reste. Bah, c'est ça, c'est exactement ça. Et ça pour moi c'est quelque chose. C'est de l'intangible et l'UFC pourrait très bien nous dire bah non ça n'a aucun rapport et bon bah on serait comme des voilà ce sera notre parole contre la leur mais j'ai du mal à croire qu'il y ait quand même pas ouais mais j'ai du mal à croire qu'il y ait quand même pas de corrélation tu vois pour moi ça c'est du bon sens et j'ai envie de dire ouais voilà on le voit un peu même un mec comme Bonical le fait qu'il soit très clairement en train de la manière dont Bonical gère sa carrière, s'il y a bien un truc qu'il n'y a pas, c'est un sentiment d'urgence, tu vois. Et c'est parce que Bonical s'en fout. C'est-à-dire que Bonical, là, s'il veut, il arrête l'UFC, il vit très bien. Hein. Bonical, rien qu'avec son pédigré de champion de lutte multiples fois, bah, il ouvre son club, ou alors il devient. Enfin voilà, il fait un truc en rapport avec la lutte en Pennsylvanie, il est très bien. Il n'a pas besoin de l'UFC et l'UFC ne lui a pas. C'est pas l'UFC qui va pour l'instant, en tout cas, lui rapporter de gros billets. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément d'urgence à aller se taper tous les 3 mois et potentiellement avoir des commotions ou des bras qui pètent. Et ça, pour moi, c'est déjà un truc problématique que l'UFC pour l'instant ne fait pas. Et le deuxième truc, mais voilà, il paye quand même plus que toutes les autres organisations, peut-être à part maintenant le PFL, mais voilà, c'est comme c'est la ligue numéro 1, il pourrait s'il le voulait. Et le deuxième truc, ce serait effectivement en termes de com, il y a souvent, et c'est vrai que j'écoutais Mamaguru qui le disait, et j'y pensais pas, mais c'est vrai, des trucs tout cons, tu vois, mais par exemple là, ne serait-ce que pour Sean O'Malley contre Merab, juste de faire un face-off, tu vois, de Gloves-Zarov, comme ils avaient fait avec Darren Till contre Masvidal. C'est con, mais ils ne le font pas, alors que avant le combat, tu nous dis, ouais, il y avait un face-à-face de une demi-heure où ça arrête pas de se faire du trash talk, etc., entre Sean O'Malley et Merab. Honnêtement, une idée comme celle-là, parce que pas que ça, c'est tout un truc qui va avec, mais bah, je signe direct et je pense que tu crées vraiment quelque chose de plus, quoi. Et ils ne le font pas. C'est vrai qu'ils font le strict minimum généralement. Je sais que c'est paradoxal parce qu'ils viennent de faire la sphère, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, non, mais t'as entièrement raison. Mais de toute façon, c'est ce qui se passe avec l'UFC depuis un certain temps. On a ce sentiment qu'ils pourraient faire plus à chaque fois. Mais je veux dire, c'est rien que l'événement de retour de Conor McGregor où c'était service minimum, les gars. Mais vraiment minimum, à savoir, ils avaient tout vendu. Il y avait eu un poster, des vidéos qui avaient été tournées pendant le teuf. Basta. Mais vraiment, rien n'avait été fait parce qu'ils savent que ça va se vendre. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont vraiment, depuis qu'ils ont été rachetés par WME et AMG, encore plus depuis qu'il y a TKO Group avec la WWE, ils sont vraiment dans une situation où bah, on fait en sorte de réguler les coûts. On a les dépenses avec la WWE, les dépenses avec l'UFC, on voit un petit peu combien ça nous coûte, combien ça nous rapporte, quand il n'y a pas besoin de faire plus comme avant, parce que là on est dans une situation où l'entreprise est cotée en bourse, et les gens qui sont à la tête de ça sont pas nécessairement fans de MMA, et donc forcément, bah, les choses que vous allez faire en tant que fan, juste parce que ça vous fait plaisir, là vous ne les faites pas, vous êtes juste dans une logique de coût.
c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui suffit, malheureusement, c'est vrai pour l'UFC, d'être à des années-lumière de la concurrence. Mais malheureusement, hein, c'est ça le truc aussi, c'est que là où l'UFC a ce nom UFC, tout ce marketing, Dana White qui est présent aussi, et puis des projets comme la Sphère qui leur permettent d'aller vraiment plus loin que les autres organisations, c'est vrai que le PFL, quand ils ont tous ces champions un petit peu normaux, bah ça ne vous permet pas de péter. Sauf que l'UFC, avec l'avance qu'ils ont, tous ces champions normaux, ça va leur permettre de maintenir cet écart avec la concurrence. Et vous allez dire, oui, le PFL, ils ont Cédric Doumbé & Co, mais Cédric Doumbé, pour l'instant, c'est pas une star aux États-Unis, donc c'est ça aussi. Il faudrait que le PFL, et c'est là aussi où pour moi, tout pourrait changer pour l'UFC, encore que, parce qu'il y a cette logique sportive qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai que les lutteurs et puis les Dagestanais, ils arrivent, ils vont gagner quoi qu'il arrive, mais il faut, à mon sens, qu'il y ait des gars qui arrivent à l'UFC et dans les autres organisations qui changent un petit, qui fassent bouger les lignes, et on le voit très bien, genre là, par exemple, ce qui se dit vraiment, c'est que ce qui a fait que l'UFC a pris la Sphère, parce qu'en gros, l'UFC est dans une situation contractuelle où chaque événement qu'ils font à Las Vegas, ils sont obligés de faire ça à la T-Mobile Arena. Ils sont obligés, mais parce que MGM avait filé la T-Mobile, Dana White, qui a été un peu piqué dans son égo, il s'est dit ok les gars, y a pas de souci, on va faire la Sphère, on va vous la mettre bien profond. Parce que Dana White fonctionne comme ça. Et il faudrait qu'il y ait le PFL qui se dise, un peu comme ce qui s'était passé, c'était il y a quelques semaines quand il y avait ADCC et puis l'événement de Craig Jones. Jones, que le PFL dise ok, on va louer la T-Mobile Arena un week-end ou d'habitude ou une semaine avant l'International Fight Week, on met Francis, ils mettent Jake Paul, enfin ils envoient la sauce comme jamais, et là Dana White dit pas de problème, on va faire l'événement que nous on veut depuis toujours, n'importe quoi, où t'as Sean O'Malley, Conor McGregor, Adesanya, juste pour montrer qu'ils sont les boss. Mais ils n'ont pas besoin de le faire, donc ils ne le font pas. C'est ce qui est dommage. Bah, ce qui est dommage, et voilà, c'est effectivement, en tout cas pour ma part, pour clore un peu, je pense, mon idée, mais c'est que ils ne le font pas parce qu'ils n'en ont pas besoin, mais sur le long terme, et mettons 5 piges, 10 piges, s'ils continuaient de faire comme ça et qu'il n'y avait pas besoin de faire plus, voilà, j'ai du mal à croire que vivre sur les fans hardcore ce soit suffisant pour un business pérenne ou en tout cas qui évolue, quoi. Tout dépendra aussi de leur diffuseur, parce que tu vois, ce que je me dis aussi, c'est vrai que là, l'UFC, ils sont aussi dans cette logique, et de plus en plus, en tout cas, j'ai l'impression d'internationaliser le truc, et d'être moins, on est à fond avec les US et tout ça. C'est vrai que nous, tu vois, on se rend compte, même pas, je pense, de ce que c'est que pour l'UFC d'être diffusé sur ESPN. Mais imaginons, ils signent avec Netflix, et instantanément, l'UFC est disponible partout. Je veux dire, je pense qu'en Espagne, Ilia Topuria, ça devient une superstar. Même les combattants français, je veux dire, un BSD qui est diffusé sur Netflix, enfin, littéralement tous les... Enfin, voilà, enfin, je veux dire, la homepage de Netflix, c'est peut-être le plus gros truc aujourd'hui dans ce qui se fait sur Internet. Et à mon avis, tu vois, il y a ça aussi du côté de l'UFC, qui sont un peu dans ce statu quo-là, de se dire, si jamais on signe avec Netflix, le fait de dire, on a un champion brésilien, on a un champion nanana, ça peut être incroyable pour l'organisation. Mais par contre, je pense que ça accentuera un peu ce côté. T'as un UFC Manchester qui n'intéresse que les mecs au UK, un UFC Paris qui n'intéresse les mecs qu'en France, le dernier UFC Brésil qui était, je crois que c'était qui était, tu sais, le pay-per-view, il y avait Pantoja contre Steve Erceg qui était absolument dégueulasse pour nous. Tu vois qu'il y aura de plus en plus de choses comme ça. Mais bon, seul l'avenir nous le dira. Oui. Oui, on sera là en tout cas pour être témoin de tout ça. Big Rusty, ciao! I'm a sweet pea! My Sweet Protein, moins 30% minimum sur tout My Sweet Pea avec le code LASSEUR. La nouvelle gamme Aerox est disponible. Et puis Holy Moly Révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation. Une multitude de saveurs et surtout ça fonctionne. Code LASSEUR 5, moins 5 €. Il est à poil Big Rusty. Code LASSEUR 10. Là, regarde, ce que je peux choper, mais le problème c'est qu'ils ne seront disponibles que le 26 septembre, mais je pourrais presque montrer parce que j'ai tous les Oli, j'ai aussi les calendriers de l'avant que vous envoyez. Oh là là. Mais je sais pas, que dois-je montrer, Il est Gucci. Bon, et code LASSEUR 10, moins 10%. Il va vous montrer tout ça, et comme à chaque fois, et je l'ai dit précédemment, il y a plein de saveurs. Ah voilà, il montre les classiques. Régalez-vous, c'est chez Oli, c'est